Je remercie du fond du cœur les organisateurs Présence musulmane de Belgique de m'avoir invité à participer à cette assemblée dans ce moment tragique et dans ce moment qui doit nous inciter à la réflexion. Je pense qu'ils ont donné le meilleur titre possible à notre réunion. Comprendre pour mieux agir. Je pense que c'est vraiment la bonne question. Je pense qu'ils ont vraiment posé la bonne question et quelque chose qui m'a interpellé, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, mercredi dernier, j'ai participé à cette manifestation dans le centre de Bruxelles, que je trouvais magnifique parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'exprimais vraiment l'indignation et la combativité aussi. Et j'étais à la fois très heureux et à la fois triste. Très heureux parce qu'il y avait beaucoup de gens et triste parce qu'il y avait trop peu de, vous me comprendrez, de belgo-belges, de gens d'origine belge. Vous êtes sûrement posé la question aussi, mais pourquoi ils ne sont pas là ? Il y a une telle injustice, il y a des crimes, il y a une violation du droit, il y a tellement de souffrances. C'est pas possible que les gens n'aient pas de cœur, qu'ils soient indifférents, qu'ils aiment la guerre, évidemment non. En Belgique non plus, on n'aime pas la guerre et on est contre les injustices. Et donc toute la question est pourquoi ils n'étaient pas là. Et je pense que ça, pour ma part en tout cas, ça doit être au centre de notre réflexion et c'est ça que j'aimerais éclairer un peu maintenant. Je pense qu'il n'était pas là, dit très crûment, à cause des médias, à cause de l'image fausse qui est donnée de la situation en Palestine et de cette guerre, à cause, il faut le dire, d'une série, d'une tempête de médias mensonges qui n'arrêtent pas et qui déforment la réalité et qui présentent l'agresseur comme la victime et la victime comme l'agresseur. Le problème est donc, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça ? Je pense que espérer que les médias vont se corriger, que ça va aller mieux, c'est une illusion parce que depuis 15 ans, j'étudie la façon dont les grands médias en Belgique, en France, en Europe, aux États-Unis couvrent les guerres de nos gouvernements. Et c'est toujours la même chose. Les médias mensonges se répètent, la diabolisation se répète, faire passer la victime pour l'agresseur, c'est chaque fois. Par rapport à ça, la démarche qui me semble importante, c'est de se dire, nous sommes tous des journalistes, et je voudrais vous encourager en ce sens. J'ai une expérience personnelle à travers un site internet, une lettre hebdomadaire qui diffuse des articles chaque semaine, en français, on est en train de le faire en Espagne, en espagnol aussi et bientôt en anglais. Il y a énormément de visites, énormément de courriers et on voit à travers ça qu'il y a moyen d'informer les gens qui ont besoin d'exemples concrets, de faits concrets pour discuter autour d'eux et qu'il y a moyen aussi de faire changer d'avis petit à petit une partie des gens qui sont tout simplement honnêtes mais désinformés. Je peux vous dire que pour l'instant, après un passage à la télévision et dans cette actualité, il y a énormément de courriers, il y a des dizaines de lettres, de mails tous les jours, beaucoup d'encouragements, beaucoup de choses intéressantes qui sont envoyées pour aider à informer, et aussi des gens qui défendent Israël un peu, beaucoup, honnêtement, moins honnêtement, et en tout cas avec lesquels j'essaye d'entrer en discussion parce que je pense que c'est là qu'il y a un travail où on peut faire changer les choses. Je pense donc que nous devons nous armer pour effectuer un travail de contre-information qui me semble très très important et donc en suivant, comme on me l'avait proposé, la façon dont les médias viennent de couvrir cette guerre, j'ai repéré ce que j'appellerais les 7 grands médias mensonges d'Israël et je pense que la tâche pour chacun de nous,
c'est de voir effectivement, comme l'ont dit les organisateurs, comprendre pour agir, de voir comment nous pouvons expliquer autour de nous, pas aux gens qui sont déjà convaincus, parce que ça, c'est agréable de parler entre soi, mais ce n'est pas ça qui fait changer les choses, mais comment nous pouvons parler aux non-convaincus et les faire avancer, leur ouvrir les yeux. Le premier grand média mensonge dans cette actualité, c'est le Hamas a rompu la trêve avec ses roquettes. Je pense qu'il y a besoin de dire aux médias et aussi aux journalistes honnêtes qui peuvent être dans les médias et qui n'ont pas forcément la possibilité de dire tout ce qu'ils veulent, qu'en fait c'est Israël qui a rompu en premier la trêve, que les accords prévoyaient la levée du blocus, qu'Israël n'a jamais appliqué sa partie de l'accord, n'a jamais appliqué la trêve, et que d'ailleurs, quand on examine le droit international, un blocus, c'est considéré juridiquement comme un acte de guerre. En plus, même le droit de la guerre indique que si on prétend riposter à une attaque, ce qui n'est pas le cas, nous le savons, mais même en supposant ça, la force armée doit appliquer ce qu'on appelle la proportionnalité. Et donc, massacrer Gaza comme on le fait maintenant en argumentant de quelques roquettes qui ont été envoyées, c'est, il faut le dire, un crime de guerre. Et s'il y avait une justice en Belgique, Israël serait poursuivi à ce titre. Le deuxième grand média mensonge qu'il faut absolument expliquer autour de soi, c'est que les médias, chaque fois qu'ils présentent n'importe quelle guerre, cachent l'histoire. Cachent l'histoire qui est essentielle pour comprendre ce qui se passe dans cette région et d'où vient le conflit. On devrait tout simplement expliquer que les habitants de Gaza, ils ne viennent pas de Gaza, ils viennent des terres environnantes, ils viennent de la région environnante, ils viennent justement de cette ville d'Ashkelon, Ascalon en arabe, et on les a chassés de leurs terres. Et ils se sont réfugiés dans ce qui est maintenant devenu une prison à ciel ouvert. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est soigneusement caché aux citoyens en Belgique. Et c'est ça qu'il faut dire. Et d'ailleurs, dans le genre de ceux qui ne connaissent pas leur histoire ou qui la déforment, j'aimerais dire deux mots à M. Barack Obama. On a entendu en Europe beaucoup d'espoir que les choses allaient changer et que ça allait être différent de Bush. Mais quand je lis ce que Obama a déclaré à propos de ce conflit et que je vais vous citer, je me pose des questions. Obama a dit « Si quelqu'un tirait dans la maison où dorment mes deux filles, je ferais tout ce que je pourrais pour l'empêcher. » Je partage tout à fait le souci de M. Obama et je comprends ce que ça veut dire protéger ses enfants. La seule question, c'est que M. Obama oublie de raconter l'histoire et que s'il l'avait vraiment raconté en la respectant, il aurait dû dire « Si quelqu'un chasse un habitant de sa maison, l'en expulse et l'oblige à aller habiter dans la niche du chien, là un peu plus loin, et que non seulement il veut la maison, mais il veut le jardin, il veut tous les terres autour, il veut absolument toute la région, alors effectivement, il doit s'attendre à ne pas être tranquille. Si on cache l'histoire, si on cache à qui appartenait la maison, on manipule. Alors je ne sais pas si je dois ici vous proposer d'organiser une collecte pour qu'on puisse cotiser pour envoyer un petit manuel d'histoire à M. Obama, mais j'ai l'impression qu'il est informé. Et donc, la réponse à cette question, et la question que je voudrais poser, c'est est-ce que le changement de M. Obama, ça va consister à répéter les mêmes mensonges de M. Bush et de tous les prédécesseurs, ou est-ce que vraiment il va y avoir un changement? Le troisième média mensonge consiste à nous dire qu'Israël veut la paix, qu'Israël veut négocier, mais qu'il n'y a personne en face, que personne ne veut négocier, que les autres sont intolérants. Dans nos médias, c'est aussi expliqué
c'est la faute au Hamas. Je voyais l'autre jour sur France 2, M. Poujadas interviewer le porte-parole officiel du gouvernement d'Israël. Et c'était absolument répugnant. Il ne lui a posé aucune question, il n'a contesté absolument rien de ce qu'il a dit. Et tout simplement, ce qu'il lui a posé finalement, c'est est-ce que vous n'allez pas renforcer le Hamas en faisant ce que vous faites? Donc ça, ce n'est pas des interviews, ce n'est pas des journalistes, ça. C'est des tapis rouges, c'est des paillassons. Et ce qui est important, c'est de montrer autour de soi qu'Israël n'a absolument aucune intention de négocier. En 1948, non seulement il a pris ce qu'on lui avait donné dans des conditions très discutables, mais en plus il a pris 24% des terres auxquelles il n'avait pas droit. En 1967, il a rajouté encore 22% de vol de terre. Et quand il suffirait de montrer dans les écoles et dans les médias la carte d'Israël et de la Palestine, en 1948, en 1967 et maintenant, et un enfant comprend qu'il y a un vol tout simplement, et que tant que ce vol ne sera pas réparé, on ne peut pas dire, en fait Israël ne veut pas la paix, Israël veut la terre, il veut toute la terre, et ce qu'il appelle la paix, c'est que les autres restent dans leur niche et qu'il n'y ait pas de contestation sur le vol des terres. Un autre grand thème de notre presse, c'est l'idée qu'Israël, il faut la défendre parce que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient. Ça, on l'entend tous les jours. Alors quand j'entends ça, je me suis souvenu de l'éducation que j'ai reçue dans un collège catholique de jésuites, il y a longtemps. Et je me souviens qu'on m'avait expliqué, bon, c'était une éducation très forte dans une idée, nous, Européens, nous sommes les meilleurs du monde et c'est à nous à donner des leçons au monde entier. Et on m'avait notamment éduqué que le fin du fin de la démocratie, c'était Athènes. La République d'Athènes, là, 3 siècles avant Jésus-Christ, ça c'est formidable parce que tous les Athéniens, ils débattaient sur l'agora, sur le forum, sur la place du marché, et ils discutaient, ils décidaient tous ensemble. Ça, c'était super démocratique. Et longtemps après, en lisant des livres d'histoire, j'ai découvert qu'à Athènes, il y avait surtout une grande masse d'esclaves. Et que la belle démocratie dont on m'avait parlé à l'école, c'était la démocratie des maîtres d'esclaves qui, effectivement, décidaient très démocratiquement entre eux qu'est-ce qu'il fallait faire, mais que tout ça reposait sur l'esclavage. Alors je pense que ça éclaire un peu comment on voit la démocratie dans notre idéologie dominante ici en Europe. Et d'ailleurs, on n'a que le mot de démocratie à la bouche, mais il faut quand même rappeler que le Hamas a été élu dans les élections, qu'il incarne manifestement aujourd'hui la volonté d'un peuple et la volonté de résistance, et qu'en fait, la démocratie, pour nos dirigeants, elle leur plaît quand on dit ce qu'ils veulent. Mais quand en Europe, il y a un pays qui vote, par exemple, contre la Constitution de l'Union européenne, en pensant que c'est une constitution qui va avantager les grosses sociétés et les riches et qui ne va pas faire le bien des simples citoyens, à ce moment-là, ça non plus, ce n'est pas accepté. Et on dit aux gens de ce pays qu'ils doivent revoter jusqu'à ce qu'ils aient bien voté. Ça veut dire qu'on a surtout effectivement une conception de la démocratie. La démocratie, c'est bien quand vous êtes d'accord avec moi. Et que justement, la menace actuelle que représente la Palestine, c'est que ça pourrait être la société démocratique au Moyen-Orient. Et que, bon, c'est ça qui fait peur. Parce que quand on nous diabolise, les Palestiniens et leurs organisations, on ne dit rien, au contraire, on chante les louanges de gens comme Moubarak et d'autres dictateurs. La seule démocratie concevable au Moyen-Orient, c'est le retour des réfugiés, un homme, une voix, et le problème c'est qu'Israël n'en veut pas parce qu'Israël veut rester dans le système d'Athènes et que les autres doivent être des esclaves et n'avoir rien à dire. Un autre média-mensonge important, c'est qu'on essaie de nous présenter ça comme une guerre de religion. C'est un problème avec les musulmans, ils ne sont pas comme nous, on ne peut pas s'entendre, certains parlent même de guerre des civilisations. Et alors là, pour moi qui travaille depuis quelques années sur l'Amérique latine, j'ai quand même une question qui m'est parue évidente. Ah bon, c'est un problème de religion, c'est un problème avec les musulmans, bien. Et Hugo Chavez, là,
Le président du Venezuela, celui contre qui vous avez fait 2 coups d'État et que vous essayez de renverser tous les 15 jours, celui que vous diabolisez dans vos médias, c'est un grand chrétien. Et Evo Morales, un peu plus loin, qui essaye de sortir tout son peuple de la pauvreté. Il a les croyances de son peuple indien. Ce n'est pas un problème de religion. On essaye de nous diviser en cachant qu'il s'agit de guerre pour le pétrole, de guerre pour le fric, pour les bénéfices des multinationales, en cachant dans nos médias que les multinationales comme Exxon, Shell et BP n'en sont pas à leur coup d'essai. Exxon, il faut le rappeler, a collaboré avec Hitler. BP a fait un coup d'État pour renverser Mossadegh en Iran en 53, pardon. En Irak, c'est aussi la responsabilité de nos multinationales. Je suis en train de préparer un livre justement sur cette expérience du Venezuela, les 7 péchés d'Hugo Chavez. Il y a une chose qui me frappe. Quand vous arrivez au Venezuela, vous voyez sur les montagnes, là, de l'aéroport à la ville, vous voyez des cabanes, des gens qui vivent dans des taudis, c'est vraiment épouvantable. Et un peu plus loin, vous avez des palaces, des villas, des Ferrari, des Lamborghini, des piscines, des barbelés tout autour, vraiment des palaces comme vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, au Venezuela, après 80 années de richesse pétrolière, quand Chavez est arrivé, il y avait 80% de pauvres. 80% de gens qui n'avaient pas à manger dans des bonnes conditions, qui n'avaient jamais vu un médecin de leur vie, qui n'avaient pas le droit d'envoyer leurs enfants à l'école, etc. Et je pense que la question essentielle, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Est-ce qu'il doit aller aux États-Unis? Est-ce qu'il doit aller dans les poches des multinationales? Ou est-ce qu'il doit servir? Et dans le monde arabe, la question de Chavez, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il doit servir à sortir le monde arabe de la pauvreté, de la misère et à assurer un développement pour l'ensemble du peuple? C'est ça, le crime. Et effectivement, Israël a un rôle de gendarme du Moyen-Orient, un rôle de gendarme du pétrole. D'ailleurs, il a des projets pour construire un pipeline qui lui permettra d'exploiter à son profit le pétrole de l'Irak. Et donc, c'est ça qu'on ne peut pas dire dans nos médias. J'aimerais encore brièvement indiquer, si le président de séance me le permet, rapidement, 1 ou 2 mensonges qui me semblent très importants, justement parce qu'ils concernent l'Europe. Le 6e grand média mensonge, c'est qu'on nous dit l'Europe, elle est neutre là-dedans, elle recherche la paix, elle appelle les 2 camps à la modération. C'est faux. L'Europe est le principal client d'Israël. Si on arrête ça, Israël doit négocier. L'Europe vient de donner un feu vert à Israël au Parlement européen en faisant un quasi-membre de l'Union européenne. L'Europe a déclaré le Hamas organisation terroriste, rend les Palestiniens responsables de leur malheur en disant simplement qu'Israël doit faire une réponse proportionnée, mais ça veut dire qu'Israël a raison de répondre, et c'est ça qui est soutenir Israël, et c'est ça qui est soutenir la guerre. Donc en fait, quand les Palestiniens à Gaza sont bombardés, c'est Sarkozy qui bombarde, c'est Merkel qui bombarde, c'est Gordon Brown, et ce sont nos partis lamentables en Belgique, et il faudra s'en souvenir. Je passe sur le 7e grand média mensonge pour être respectueux et pour en venir surtout à la conclusion qui me semble très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Je pense que c'est vraiment important d'organiser ensemble une contre-information et d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé. Et j'insiste, une information qui touche les non-convaincus. Je pense que beaucoup de gens en Belgique sont trompés par la puissance des médias pour avoir étudié la façon dont on a présenté la guerre en Irak ou la guerre en Yougoslavie. Je peux vous dire que je pense que parmi vous aussi, il y a des gens qui ont été trompés sur ce que l'OTAN et les États-Unis faisaient vraiment en Yougoslavie et comment ils ont dressé les peuples les uns contre les autres. Et donc, si on étudie ça, vous pouvez vous imaginer comment il est possible de manipuler les gens ici en Belgique, en France, en Europe sur ce conflit, et donc la responsabilité que vous avez de chercher avec eux la vérité dans l'information. Quant à la question que faire
et je vais conclure. Un animateur de Radio Almanar a diffusé hier un petit papier que j'ai relayé, que je trouve intéressant, où il indique toute une série de pistes. Axe économique, financier, les projets palestiniens via les ONG sûres. Axe économique et citoyen, boycotter les produits israéliens, cibler quelques produits phares et pas une tonne de produits. Je pense que ça c'est fondamental. L'Union européenne est le principal client économique d'Israël. Il faut qu'on commence à organiser ce boycott. J'ai suffisamment d'âge pour dire que c'est efficace. J'ai participé dans les années 70 au boycott de l'Afrique du Sud pour son apartheid, à l'appel des organisations noires qui en souffraient. Ça a marché, ça a été efficace, je pense qu'il faut absolument le refaire. Mohsin, le responsable d'Almanar, indique aussi écrire à votre député, échevin, ministre, gouvernement, se rappeler lors des prochaines élections quels sont les partis qui ont soutenu Israël aujourd'hui. Je pense que ce point-là est important, il est temps d'ouvrir un débat. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous ressentons aujourd'hui, ne peut pas rester sans lendemain. Vous savez comme moi qu'au moment où les élections arrivent, on voit un peu partout des affiches fleurir et, excusez-moi, on est entre amis, donc je vais être très plat et très direct. Dans tous ces partis qui soutiennent Israël, on prend bien soin de mettre sur les listes électorales ce que j'appellerais un ou deux arabes de service, qui sont là pour prendre des voix. Évidemment, beaucoup sont de bonne foi, je suppose, et disent « je vais essayer de changer les choses de l'intérieur ». Il est temps maintenant, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'ils changent les choses de l'intérieur, qu'il y ait un débat, qu'est-ce que vous avez changé? Et est-ce qu'il n'est pas temps d'interpeller en disant ou vous continuez à soutenir Israël, et alors on ne vote plus pour vous, ou vous changez, et d'en tirer les conséquences. Je pense que c'est un débat très important, il parle aussi d'alerter les médias, les journalistes, et je pense qu'il a tout à fait raison. Avec l'équipe qui travaille avec moi autour de mon site internet, nous voulons préparer dans les moments qui viennent un document, une sorte de test média, qui serait justement un argumentaire pour pouvoir discuter en direction de toute la population ici, pour répondre concrètement avec des faits historiques, des citations, parce qu'on a l'histoire avec nous, on a la vérité avec nous, et il suffit de bien organiser la façon de la communiquer. Pour conclure, et je pense qu'il faut beaucoup faire de travail en direction des écoles et en direction des jeunes pour leur expliquer qu'on les a manipulés. Pour conclure, je voudrais vous encourager, nous encourager tous, à ne pas penser que les médias sont trop forts, trop puissants et qu'on ne peut rien contre eux. Je pense que la force, elle est de notre côté. Le nombre, la vérité, la motivation, l'idéal, il est de notre côté. Et je pense, pour conclure, que oui, il n'y aura pas de paix sans justice au Moyen-Orient, et il n'y aura pas de paix et de justice sans information, sans communication de la vérité. Et en ce sens-là, nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie.